6h-9h, votre matinale info avec Sébastien Crêpes. Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Théo Manval vous accompagne pour l'info. Bonjour Théo. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. À la une ce matin. 18 enfants des abords de Notre-Dame ont un taux de plomb dans le sang anormalement élevé. C'est ce qui ressort des derniers dépistages. Les nouvelles mesures annoncées pour la dépollution ne calment pas les inquiétudes. L'homme qui a mortellement renversé le maire de Signes dans le Var, présenté à la justice aujourd'hui, embardé délibéré ou bien involontaire, le point sur l'enquête dans un instant. Dans ce journal également, Facebook qui signale à la police une vidéo violente tournée en direct et permet de faire condamner l'agresseur. Ça se passe près de Rennes. Le gouvernement polonais qui supprime les impôts pour les moins de 26 ans pour empêcher leur exode. Et puis cette belle prise, si l'on peut dire, d'un ostréiculteur vendéen qui a découvert une huître d'1,5 kg. On vous présente Georgette à la fin de ce journal. À 8h12, le regard de Didier François sur l'actualité internationale et la Chine qui durcit le ton face aux manifestants de Hong Kong. À 8h15, l'invité politique, je reçois le porte-parole du Rassemblement national, Sébastien Chenu. Europe 1. L'Agence régionale de santé a donc rendu public hier soir les résultats des derniers dépistages autour de Notre-Dame. 175 enfants testés et verdict, 18 ont un taux de plomb dans le sang qui dépasse les seuils de vigilance, dépassement important même pour 2 d'entre eux. Les centres antipoison vont contacter les familles alors que la mairie de Paris promet de renforcer la dépollution dans les prochains jours. Nicolas Tonef. Dès le début de la semaine prochaine, c'est une vaste zone partant du parvis de la cathédrale et allant jusqu'à l'Hôtel-Dieu, la rue de la Cité et la rue d'Arcole qui fera l'objet de cette dépollution poussée. 2 techniques différentes vont être utilisées. D'abord, l'application d'une couche de gel. Le produit sera étalé sur toute la surface à traiter. Cela prendra à peu près une journée. Cette couche, en séchant durant au moins 72 heures, permettra l'aspiration des particules de plomb au moment où elle sera retirée. Un travail de longue haleine qui prendra là encore plusieurs jours. La deuxième technique est dite d'ultra haute pression. Elle nécessite l'ajout d'un produit chimique pour aider à la récupération des particules fines de plomb. Son avantage par rapport au gel, la rapidité. Mais dans un cas comme dans l'autre, la récupération promet d'être très difficile car le plomb est très lourd. De par sa densité, il s'enfonce dans les sols meubles comme la terre et parvient même à pénétrer dans l'asphalte des rues. Les quantités exactes à récupérer sous forme de poussière sont inconnues, mais ce sont des centaines de tonnes de plomb qui ont fondu lors de l'incendie. Nicolas Tonef, et même si l'ARS souligne qu'il est encore trop tôt pour faire un lien direct entre ces taux élevés de plomb dans le sang des enfants et l'incendie du 15 avril, plusieurs associations continuent de demander le confinement du chantier de Notre-Dame qui doit reprendre lui aussi la semaine prochaine. Mathé Toulier est la présidente de l'association Famille Victimes du Saturnisme. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Alors là, faites-nous la preuve. Faites-nous la preuve que l'incendie de Notre-Dame n'a pas apporté de plomb supplémentaire. Faites-nous la preuve que cette quantité-là de plomb existait déjà. Vu la quantité de plomb qu'il y avait, les feuilles de plomb sur la toiture, le plomb dans la flèche, tout n'est pas parti en fumée, tout n'est pas parti en particules. Il y en a quand même une très grosse partie qui a voltigé et qui s'est surajouté à tout ce qui existait déjà avant. Ça ne peut pas être sans effet du tout. Je rappelle que le plomb, il n'y a rien à faire dans le corps. C'est 0 le normal. Le seuil normal, c'est 0. Ça ne peut pas être négligé. On n'a pas le droit. On a le droit de savoir et on a le droit d'être protégé. Mathé Toulier de l'association Famille Victimes du Saturnisme, jointe pour Europe 1 par Johanna Chabas. L'autre grand titre ce matin, c'est cette grande consultation que va lancer le Sénat pour recenser les agressions de maires en France. Pour mettre un chiffre sur une tendance dénoncée par de nombreux élus depuis des mois, le conducteur qui a mortellement renversé le maire de Signes dans le Var est toujours en garde à vue ce matin. Et s'il reconnaît avoir bien eu une altercation, il nie avoir délibérément écrasé Jean-Mathieu Michel. On fait le point sur les derniers éléments sur place avec notre envoyé spécial Roman Oquet. Il s'agissait d'une manœuvre accidentelle. C'est l'explication défendue par le conducteur et le passager de la camionnette lors de leur garde à vue hier. Le maire de Signes, Jean-Mathieu Michel, est décédé après avoir été violemment percuté par le véhicule qui effectuait une marche arrière. La piste de l'accident, c'est aussi ce qui ressort des premières auditions menées avec les témoins du drame. L'élu de 76 ans était en effet accompagné de 3 autres personnes. Elles étaient présentes quand le maire a demandé aux 2 ouvriers du bâtiment de ramasser les gravats qu'ils venaient de décharger en pleine nature. Le conducteur de la camionnette, un jeune homme de 23 ans, inconnu des services de police, vient de passer sa 2e nuit en garde à vue. Il devrait être déféré devant la justice dans la matinée après l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide involontaire. Signe Roman Oquet, Europe 1.
Il est 8h05 sur Europe 1. L'incendie qui a ravagé près de 100 hectares à La Blachère en Ardèche est désormais fixé, pas encore noyé. 250 pompiers ont œuvré toute la nuit avec des renforts venus des départements voisins. 3 sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés. Alors que sur le front des orages, plusieurs communes de la Loire et de la Haute-Loire ont-elles vu leurs rues inondées hier soir. Des torrents de boue, par exemple, à Pont-Salomon. 10 départements restent en vigilance orange. Valérie Darmon nous le disait, de l'Ain à l'Aveyron et au Tarn-et-Garonne. On évoque maintenant le géant Facebook qui semble avoir commencé à tirer les leçons de la terrible tuerie de Christchurch. En Nouvelle-Zélande, c'était le 15 mars dernier et souvenez-vous, le tueur avait diffusé en direct la vidéo de son massacre sur le célèbre réseau social. Facebook avait été sommé de réagir. Eh bien, information Europe 1, grâce à un signalement, la plateforme a fait stopper un lynchage samedi matin en Ille-et-Vilaine. Les gendarmes sont intervenus chez un homme qui diffusait en direct les violences qu'il faisait subir à l'un de ses voisins. Il a été condamné hier en comparution immédiate. Salomé Legrand. Ils sont intervenus en à peine 2 heures, prévenus par la plateforme Pharos dédiée au signalement de contenu inapproprié ou violent sur Internet qu'une scène de lynchage était diffusée en direct sur Facebook. Les gendarmes ont réussi à localiser très rapidement le téléphone qui émettait le live. Dépêchés sur place, les pelotons d'intervention de Montfort-sur-Meux et de Rennes ont forcé la porte de l'habitation et interpellé un homme de 37 ans fortement alcoolisé avant qu'il n'ait le temps de réagir. Dans la même pièce, il retrouve sa victime allongée sur un matelas au pied d'un canapé. L'homme est en état de choc, nez cassé, le visage fortement tuméfié, la mâchoire bloquée, dans l'impossibilité de parler. Un pistolet à plomb avec lequel l'auteur des coups avait menacé ce qui est en fait son voisin est également retrouvé. L'homme, déjà condamné au moins 6 fois pour violence, n'a pas su expliquer son geste hier à l'audience. Il a été condamné à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis et mise à l'épreuve. Et la suite du journal de Théo Manval avec donc cette question, les cahiers de vacances sont-ils vraiment efficaces pour se maintenir à niveau? Il s'en vend plus de 4,5 millions chaque année pour un chiffre d'affaires de plus de 26 millions d'euros. Certains enfants les ouvrent avec plaisir, d'autres les traînent comme un boulet pendant toutes les vacances. Mais servent-ils vraiment à quelque chose pour garder ou améliorer son niveau scolaire? Virginie Salmen a mené l'enquête. Le farniente, c'est bien, mais pas 100% des vacances. Garder une activité intellectuelle l'été, c'est bénéfique. Tous les spécialistes sont à peu près d'accord là-dessus. Mais tout dépend de ce qu'on entend par activité, souligne la psychothérapeute Isabelle Filiosa. Nous, les parents, nous oublions que la meilleure activité intellectuelle, c'est de grimper aux arbres. Donc, plus on court, on bouge, on danse son propre corps dans son corps, plus on expérimente de choses. Quand on fait des aventures, quand on doit calculer des trucs, construire une cabane, etc., tout ça, c'est une façon de muscler notre cerveau, de développer nos facultés intellectuelles. Et si les cahiers de vacances sont ludiques, vraiment marrants, et que les enfants ont plaisir à les faire, pourquoi pas? Sinon, ils engrangent une idée négative de l'apprentissage, et du coup, leur cerveau, ça ne va pas fonctionner plus. Mais si votre enfant a envie de remplir un cahier de vacances, bien sûr, il ne suffit pas de le faire biper à la caisse du supermarché pour voir les résultats. Il faut terminer le cahier pour en tirer les bénéfices. Or, seulement 40% des enfants le finissent, 3% ne l'ouvrent même pas. Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1. À l'étranger, 7 saisies records d'héroïne. Au Royaume-Uni, les autorités ont mis la main sur près de 400 kilos cachés dans un container au milieu d'une cargaison de serviettes et de peignoirs. Valeur estimée du butin, 43 millions d'euros. Donald Trump est lui attendu aujourd'hui à Dayton, dans l'Ohio, puis à El Paso, au Texas. Le président américain doit rendre hommage aux 31 victimes des fusillades qui ont frappé ces villes le week-end dernier. Tandis qu'en Pologne, le gouvernement sort les grands moyens pour lutter contre l'exode des jeunes. Il a tout simplement décidé de supprimer les impôts pour les moins de 26 ans. Ça peut paraître incroyable, mais le pays fait face à un manque criant de main-d'œuvre. En 15 ans, plus d'1,5 million de Polonais sont partis à l'étranger. C'est l'équivalent de la population de la capitale, Varsovie. Les autorités espèrent donc convaincre certains de revenir, Élise Dangean. Avec cette nouvelle mesure qui concernera 2 millions de Polonais, un jeune de moins de 26 ans devrait à la fin du mois toucher 18% de plus qu'auparavant. L'idée tentait de rivaliser avec les salaires offerts en Europe de l'Ouest, même si, comme en Allemagne, destination préférée des Polonais, le revenu moyen est 4 fois plus élevé qu'en Pologne. Un effort louable mais insuffisant pour Magdalena, traductrice polonaise de 22 ans. C'est pas la question d'argent, mais c'est la question des croyances
par exemple de l'influence de l'Église dans notre pays. Certaines veulent quitter la Pologne à cause de notre parti gouvernant. Les personnes LGBT, par exemple, ils partent pour pouvoir mieux vivre. Donc c'est juste une toute petite mesure qui nous aide, mais pas la mesure qui est la meilleure possible. Une toute petite mesure qui coûtera tout de même 590 millions d'euros, de l'argent bien dépensé selon le gouvernement, qui s'est fixé un objectif, ne plus avoir à faire venir de travailleurs de l'étranger pour pallier le manque de main-d'œuvre. Élise Dangean pour Europe 1. Au Brésil, c'est l'une des premières conséquences directes de l'arrivée de Jair Bolsonaro au pouvoir. La déforestation a augmenté de 67% depuis le mois de janvier, selon les données satellites de l'agence spatiale brésilienne. Rien que pour le mois de juillet, plus de 2200 km² de forêt amazonienne ont disparu. Pour vous donner une idée, c'est presque autant que la superficie du Luxembourg. Et on va terminer avec cette histoire assez étonnante, cette prise de poids pour un ostréiculteur vendéen. François Deval est allé inspecter son parc samedi dernier à marée basse, à pied. Il est allé un peu plus loin que d'habitude et là, au sol, il découvre une huître de 25 cm de long. Elle pèse 1,5 kg. C'est l'équivalent de 18 huîtres de taille moyenne. Elle serait âgée d'une quinzaine d'années. Alors pas question de l'ouvrir, évidemment. François Deval l'a soigneusement conservée dans sa boutique et lui a même donné un petit nom, écoutez. Tous nos clients qui viennent au magasin demandent Georgette. Ça ressemble à une grosse huître. Elle a une forme très ronde. Moi, je la trouve très belle, mais c'est normal, c'est ma Georgette. Le plus impressionnant, c'est pas forcément de la voir, c'est de la peser. On s'attend pas à une huître qui fait cette taille-là, qu'elle soit aussi lourde. Et ben, elle va 1,440 kg, donc c'est l'équivalent d'une bouteille de Coca-Cola. Ça fait 1,5 litre de boisson. Les gens aiment bien la peser. Les enfants surtout, parce que quand on leur explique que c'est une huître qui a le même âge qu'eux, et qu'on la met dans leurs mains, ouais, les bras, ils ont tendance à descendre de quelques centimètres, en effet. D'ici 15 jours, je pense la remettre. Pour l'instant, je la montre un peu à tout le monde. C'est quand même assez sympa de la montrer et montrer ce qu'on est capable de faire. Elle n'a pas l'habitude d'être hors de l'eau, donc il ne faut pas trop la sortir de l'eau parce qu'elle va vite se dégrader sinon. J'espère ne pas lui faire trop de mal, cette petite Georgette. Georgette, la petite huître d'1,5 kg qui rend donc très heureux son propriétaire François Deval. Allez, il paraît qu'elle se mange pas. Oui, 1,5 kg, non. Il vaut mieux. Un dernier mot de sport pour vous dire que Serena Williams est une nouvelle fois la sportive la mieux payée de l'année selon le magazine Forbes. Entre les victoires et les contrats publicitaires, elle a engrangé l'an passé 29 millions de dollars. Impressionnant, mais encore loin de son alter ego masculin Lionel Messi qui a lui empoché sur la même période 127 millions de dollars. Merci beaucoup, c'était le journal de Théo Manval sur Europe 1.